Chers amis, aurais-je droit, avec cette vidéo et la suivante, à mes premiers haters? Il est temps que nous parlions du jugement. La méditation que je vous propose sera en deux parties. Je trouve important, pour comprendre la seconde, d'avoir vu la première. Et inversement, certaines choses que nous dirons aujourd'hui trouveront leur sens la prochaine fois. Naturellement, toute cette chaîne est à aborder de façon organique. Comme Schopenhauer, vous savez, dans sa préface au monde comme volonté et comme représentation, dans laquelle il explique que son œuvre n'est pas linéaire, que la linéarité de son livre est due au format du livre et non au format de sa pensée, et qu'ainsi dans sa pensée tout renvoie à tout, ce qui préfigure, si vous voulez, des liens URL avant la lettre, à Wikipédia avant l'heure. Bref, aujourd'hui nous parlerons des hiérarchies dans l'art et précisément des institutions culturelles, des concours et des prix. Je vais pour une fois dans ces deux vidéos aller un petit peu au-delà de la pratique artistique pure pour aller vers des considérations plus générales sur le monde de l'art, quitte à, pardon d'avance, faire un peu de politique. Aussi, dans mes vidéos, depuis le début, je m'efforce de communiquer un maximum de positivité, peut-être même dans l'espoir, dans la mesure où leur but est d'abord de vous donner envie de créer. Cette fois, je ne vais pas être nécessairement vecteur d'entrain. Certaines des réflexions que je vais partager avec vous sont même plutôt propres à mener à la colère. Malgré tout, ça me semble nécessaire, puisque ça nous permettra par la suite, si Dieu le veut, de reprendre les conseils pratiques avec une compréhension plus profonde et donc une précision accrue. Peut-être suis-je sur le point de générer en vous des idées tellement désagréables que vous m'opposerez un désaccord systématique. Prenons ce risque. Ces temps-ci, il y a une phrase de Charles Péguy qui trotte dans ma tête, probablement parce que je la trouve de plus en plus pertinente. Il faut toujours dire ce que l'on voit. Surtout, il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit. En tout cas, je me réjouis de commencer à parler petit à petit de choses dont il est difficile de parler. Surtout, si vous n'êtes pas d'accord, opposez-moi vos arguments en commentaire. J'aime débattre. Hélas, les conditions pour bien débattre sont rarement réunies. Aussi, profitons-en pour courtoisement débattre en commentaire. Je suis certain que ce sera passionnant. A tout de suite. Les amis, merci de vous être arrêtés sur ma vidéo et pardon pour ce retard. Vous seriez superbement gentils de mettre un pouce positif, un commentaire et de partager cette vidéo. J'en profite pour vous rappeler que cette année, j'ai également créé une gazette saisonnière que je publierai le premier jour de chaque saison sur Instagram et qui récapitule les points forts de mon actualité. Entre autres, où me voir au théâtre et sur quels autres projets je planche. Bonne vidéo. Le mois dernier, j'étais en tournée et j'ai notamment joué pendant 2 semaines dans un petit théâtre de Montpellier avec une belle scène, des installations modernes, une petite jauge pour le public. Souvent, je passais place de la Comédie devant l'Opéra de Montpellier et je me disais que vraiment ce n'était pas le même monde. Quand on passe devant ce genre de bâtiment, j'imagine que vous aussi avez l'impression qu'a priori, l'art qui s'y pratique a de fortes chances d'être de grande qualité, tandis que quand vous passez devant la petite scène de quartier, vous vous dites qu'il y a plus de risques que ce que la qualité de ce qui s'y fait soit similairement modeste. Et à vrai dire, nous aurions la plupart du temps raison. Un opéra de ce calibre attire les talents parce que c'est une institution. À quoi servent les institutions? Je crois que le premier constat que nous devons établir est le suivant. Il y a des arts pour lesquels l'offre est tellement grande que pour choisir, nous nous référons à des critères précis, même si nous savons qu'ils sont en grande partie arbitraires. Pour les arts plastiques, par exemple, il est très facile d'exposer. Si vous partez en vacances d'été dans le Luberon, vous pouvez trouver au moins 10 expositions à visiter en une seule journée. Parmi ces 10 expositions, rien, ou presque rien, comme vous allez le voir, n'indiquera avant que vous y entriez s'il s'agit d'artistes cotés, au sens premier, ou de retraités locaux qui font de l'aquarelle par hobby. Et cette frontière entre artistes amateurs et artistes professionnels n'est pas du tout imperméable. Avant qu'un artiste obtienne une reconnaissance au niveau national, souvent il sera diffusé via des réseaux dans lesquels il sera présenté sur la même ligne que des pratiquants qui ont beaucoup moins à la fois de pratique, de réflexion, d'originalité dans leur travail. C'est la raison pour laquelle les passionnés d'art plastique auront leur lieu de prédilection.
des galeries célèbres par exemple, dans lesquelles ils savent qu'ils ont plus de chances d'y trouver des œuvres d'une proposition inédite, créée de surcroît avec un niveau technique élevé. Les institutions sont là essentiellement pour aiguiller. Un autre exemple, celui du théâtre. Au théâtre, de la même façon, il suffit de payer pour aller sur scène. Je répète avec mes amis, on avance un pécule à la scène du coin et on joue. C'est très facile. Comment alors savoir si cette pièce qui présente une affiche sympathique est jouée par des amis de la MJC de quartier ou par des professionnels issus des meilleures écoles? À Paris notamment, les théâtres sont si nombreux que même quand on est dans le milieu, parfois on se demande à quel type de compagnie on va avoir affaire. La première chose qu'on va regarder, c'est le lieu dans lequel elle va se produire. Si elle se produit au théâtre des Zouzous en Seine, a priori le niveau, au moins le niveau technique, sera probablement inférieur à une pièce qui se donne au théâtre de l'Odéon. Concrètement, il est possible de voir une pièce bouleversante au théâtre des Zouzous en Seine et de détester une pièce au théâtre de l'Odéon. C'est même très fréquent. Mais la plupart du temps, il y aura une différence de niveau significative qui s'explique très simplement. Parce que pour qu'un metteur en scène soit programmé au théâtre de l'Odéon, il faut qu'il ait été au moins une fois repéré par certains de ses pairs. Et les gens qui y jouent sont des acteurs professionnels qui ont eu une formation sérieuse. D'ailleurs là, je parle de Paris, mais partout en France c'est la même chose. Et parfois on n'a même pas pour référence de lieux influents comme les grands théâtres. Je prends deux exemples. À côté d'Angers, il y a un tout petit village qui s'appelle Fontaine-Guérin. Et dans le jardin de l'une des maisons de Fontaine-Guérin, il y a tous les étés un festival de théâtre en plein air qui s'appelle le NTP, le Nouveau Théâtre Populaire. Ce festival est un festival parmi bien d'autres festivals et autres représentations angevines pendant la période des vacances, qui pour la plupart sont évidemment d'un niveau local, organisés et joués par des amateurs passionnés. Ainsi, on ne suspecterait pas que les gens qui jouent au NTP sont la crème de la crème du théâtre français. Pour un novice qui n'a pas bénéficié du bouche à oreille et se rendrait au NTP sans a priori, avant que la pièce commence, il n'aurait aucune idée que ce qu'il s'apprête à voir est du plus haut niveau de notre art. Un deuxième exemple. Tous les étés, dans la toute petite chapelle de la Madeleine, cachée dans un magnifique recoin du Finistère, se tiennent les rencontres musicales de Pinmar. C'est un festival de musique classique. Il y a, à la même période, une flopée d'autres petits concerts donnés essentiellement par des artistes locaux. Un touriste qui entrerait par hasard dans la chapelle de la Madeleine aurait la surprise de s'apercevoir que les artistes qui y jouent sont des musiciens d'élite. Ils viennent à Pinmar parce que c'est une bande d'amis de longue date qui, après une longue année passée dans les grands orchestres, dans les grandes maisons de la musique, se retrouvent l'été au bord de la mer pour jouer et partager sans pression leur musique devant les oreilles incrédules des visiteurs de la Madeleine. Dans les deux cas, au NTP comme à la Madeleine, la seule façon de distinguer ces groupes de haut niveau des artistes qui jouent dans les mêmes conditions, c'est de lire leur CV. Et là, on peut se référer à d'autres formes d'institutions. Ils sont notamment passés à peu près tous par les meilleures écoles. Le Conservatoire national supérieur de musique et de danse pour les musiciens, le Conservatoire national supérieur d'art dramatique pour les acteurs et metteurs en scène. Ils ont joué avec les meilleurs orchestres. Ils ont joué dans les plus grands théâtres avec les meilleurs metteurs en scène. Aussi, ils ont probablement remporté des prix. Parlons des prix. À quoi servent-ils? Un prix d'abord est une marque tangible de reconnaissance professionnelle. Il permet essentiellement d'obtenir trois choses: de la satisfaction personnelle, un soutien financier et de la visibilité. Ou souvent les trois d'un coup. Pour ce qui est de la satisfaction personnelle, nous en reparlerons plus tard. Du reste, on comprend facilement que les prix, malgré Internet, malgré les réseaux sociaux, sont toujours indispensables. Être lauréat signifie souvent pouvoir mettre en marche un projet, obtenir un soutien structurel pour commencer à écrire une bande dessinée, obtenir une production pour un album de musique, être accueilli en résidence pour commencer les répétitions d'une pièce de théâtre, et ainsi de suite. La plupart du temps, les prix seront remis par un groupe d'experts qui se réunissent
à date régulière pour déterminer qui cette fois bénéficiera de leur suffrage. On peut toujours contester la légitimité de ces experts, en tout cas ils sont la plupart du temps des personnes dont le parcours académique ou artistique laisse penser qu'ils auront un jugement plus réfléchi qu'un quidam. Alors juste mater la taille de cette maison. On est vraiment à Disneyland. Voilà, et qu'ainsi, la décision de ces experts ne sera pas totalement arbitraire. Effectivement, quand il est question d'argent ou bien de soutien structurel, il vaut mieux se garder de prendre des décisions au hasard. De la même façon, même si derrière il n'y a pas d'argent ou de soutien administratif, un prix plus ou moins prestigieux, plus ou moins célèbre, donne de la visibilité. Vous le savez, pour un artiste, c'est capital. Encore une fois, il s'agit pour le public d'une référence institutionnelle à laquelle ils peuvent se raccrocher pour déterminer a priori si votre œuvre mérite ou non d'être découverte. C'est cruel, mais à mon sens, c'est quand même moins cruel que de demeurer inconnu. Ainsi, la reconnaissance critique précède souvent et permet même la reconnaissance publique. Évidemment, on pourra aussi dire que souvent, le choix d'une œuvre plutôt qu'une autre laisse penser qu'elle aura surtout été au diapason d'un agenda politique, comme disent les militants. Peu de choses, en effet, s'opposent à ce que ne soient consacrés que des gens qui épousent une même vision que la personne qui remet le prix. Ce qui fatalement, petit à petit, crée un milieu aux opinions homogènes et par conséquent met des barrières à l'entrée pour qui ne s'y plierait pas. Dans les faits, le reproche qui est fréquemment adressé par exemple aux grandes académies de cinéma, selon lesquels ils entretiendraient un entre-soi, est vrai. Un système dans lequel les votants sont essentiellement d'anciens lauréats encourage, en quelque sorte, une consanguinité des goûts. Au-delà de ces académies, on constate que pour cette raison, et je l'observe tous les jours dans le milieu du théâtre, il y a des sujets sur lesquels il est devenu impossible d'émettre l'idée même d'un débat. Ceux, par exemple, qui sont issus de ce cortège idéologique qui marche vers nous depuis les universités américaines. Je connais un peu le sujet. Ça me fait penser, vous savez, à ces personnes qui n'ont eu de cesse de s'émouvoir d'une supposée répression culturelle par le ministère de la Culture pendant le mandat de Maurice Druon, qui de fait choisissait de ne pas financer les artistes dont il estimait qu'ils s'opposaient à l'État français, et donc à ceux qui les faisaient vivre. Selon ses propres termes, les gens qui viennent à la porte de ce ministère avec une sébile dans une main et un cocktail Molotov dans l'autre devront choisir. Et ainsi, ces mêmes personnes qui ont, en un sens à juste titre, protesté contre cette discrimination officielle, ont été les premières à acclamer quelques années plus tard le mandat de Jack Lang. C'est absolument paradoxal, puisqu'à partir des années 80 justement, Jack Lang relance et intensifie ce système de récompense politique qui est, disons-le, une sorte de népotisme idéologique, qui a pour effet de donner naissance à un milieu culturel encore plus cadenassé que dans les années 70. Et aujourd'hui, l'état du monde de l'art en est toujours l'héritage direct. Une ancienne directrice de la Direction générale de la création artistique me confiait que pour la plupart des appels à projets pour subvention, notamment par la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, que d'acronyme, il y a effectivement des mots-clés qui détermineront si votre dossier artistique passera ou non le premier tour de sélection. Actuellement, ces mots-clés ne sont pas difficiles à deviner. Il n'y a qu'à voir les 3 ou 4 sujets autour desquels s'articule à peu près toute la création subventionnée aujourd'hui. Si on le compare à Druon, Jack Lang faisait bien pire, mais de façon dissimulée, insidieuse, plus intelligente si on veut. Il est évident que je ne cautionne pas l'art officiel. Il faut s'en garder et protester contre la censure au premier soupçon de son existence. Nous sommes en France et non chez les soviets, comme diraient nos aînés. Et au passage, je suis partisan d'une liberté d'expression totale. Mais ainsi, n'allons pas dire que Jack Lang et ses héritiers ont permis une liberté dans le monde de l'art. L'art public, notamment, n'est pas du tout libre, au contraire. Et c'est ce système de récompense artistique, de reproduction d'un récit du monde, qui en est la cause. Ça, c'est le premier reproche dont nous pouvons accabler ce système. Évidemment, ce que je viens de vous décrire n'est pas le seul mode de sélection, ni des artistes, ni des responsables dans le monde de la culture. Ainsi, il y a beaucoup de projets qui n'entrent pas dans ce cadre.
que je viens de vous dire est une généralité. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des exceptions qu'il faut s'empêcher d'en parler, n'est-ce pas? Par ailleurs, je sais qu'on trouve ce mécanisme dans toutes les sphères de la société. Je ne le mentionne ici que parce qu'on ne peut pas parler des prix sans avertir de ce danger. Bref, revenons à notre sujet, les hiérarchies dans l'art. Dans le monde professionnel de l'art, je dis bien professionnel, les hiérarchies, pour les raisons que nous venons d'évoquer, sont largement considérées comme un mal nécessaire. Elles sont établies la plupart du temps sur deux critères, l'appréciation personnelle et la technique. Effectivement, s'il est question de noter plus ou moins objectivement une œuvre, on ne peut se reporter qu'à la technique. C'est la seule chose susceptible d'être déclinée en cases dans une grille d'évaluation. D'ailleurs, c'est une réflexion notamment qu'on peut trouver chez le critique littéraire Gérard Genette et qu'on abordera en profondeur dans une prochaine vidéo que j'ai très hâte de tourner sur les écoles d'art, ce qu'on peut espérer y apprendre, quels sont les risques qu'on prend quand on y étudie, ce que signifie simplement une technique, etc. Toujours est-il qu'en dehors de ces évaluations nécessaires, du point de vue du créateur, c'est dangereux. Ce que nous disons depuis le début de cette chaîne est que justement pour créer, il faut sortir du jugement. Nous y reviendrons en détail dans la deuxième partie de cette réflexion, la plus importante. On comprend ainsi que transposer au monde de l'art amateur, les hiérarchies deviennent absurdes. Elles n'ont aucune utilité et n'existent que pour les mauvaises raisons. Je prends un exemple personnel. Avant de faire des études de théâtre, je faisais des études de commerce. Et dans mon école de commerce, il y a une grande association de théâtre. J'aime cette association au-delà de tous les mots. J'y ai rencontré des personnes formidables. J'ai pu y tisser de grandes amitiés qui se sont souvent confondues avec de grandes admirations. J'ai aussi profondément aimé les traditions de cette association, ses coutumes institutionnelles, si j'ose dire. J'y ai découvert un extraordinaire éventail de chants, un vocabulaire, des pratiques de répétition, une filiation avec d'anciens élèves et bien d'autres choses. Au passage, ça m'a permis de m'apercevoir que les traditions sont largement garantes de la pérennité et tout simplement de la vie d'un groupe. Au CNSAD, hélas, il n'y a pas de tradition parce que c'est considéré comme réactionnaire et donc il n'y a pas réellement de vie d'école, pas de sentiment d'appartenance. Ce qui a pour conséquence première que le give back, vous savez, l'implication des élèves dans la vie de l'école et la consolidation du réseau est à peu près nulle, ce qui est extrêmement regrettable. Bon, heureusement, la nouvelle génération d'anciens est déjà sur le coup. Tout ça pour dire, étudiants en art, forgez vos traditions. Bref, revenons à mon association de théâtre. Je me suis quand même rendu compte, une fois parti, que parmi ces traditions, il y en a quand même 2 ou 3 qui sont un peu absurdes. L'année scolaire dans cette association se conclut par un festival durant lequel toutes les pièces montées dans l'année sont jouées l'une après l'autre dans un théâtre parisien. Rappelons que ces pièces sont jouées par des étudiants dont c'est souvent la première expérience sur les planches et ils viennent avec un entrain et une imagination qu'on voit rarement ailleurs. Et c'est ça qui est formidable quand on y assiste. Au terme de ce festival, un jury de comédiens professionnels distribue des prix, des récompenses, parmi lesquelles le prix du meilleur acteur, de la meilleure actrice, de la meilleure mise en scène, etc. Sur le coup, on se dit que c'est naturel, ça fait chic. Mais ça n'a aucun sens. Si vous n'avez pas encore compris pourquoi, avant de l'expliquer, je prends un autre exemple. Au sein de cette même association, au milieu de l'année, se tient un événement extraordinaire. Ça s'appelle les 24 heures play et le concept est de créer des pièces de A à Z en 24 heures. À 20 heures est donné le thème de l'année et 5 ou 6 auteurs vont commencer à écrire leurs pièces. À 8 heures, ils ont fini d'écrire et ils passent leur texte à des metteurs en scène qui vont ainsi toute la journée jusqu'à 20 heures monter ces pièces avec leurs acteurs. Et à 20 heures donc du deuxième jour, 24 heures après le dévoilement du thème, les pièces sont jouées les unes à la suite des autres. C'est un monstrueux bazar. C'est génial. Je ne connais rien de plus euphorique. Souvent, les participants ne font même pas partie de l'association de théâtre. Ce sont juste des étudiants qui ont voulu jubiler grâce au théâtre pendant 24 heures, puis
partager, mettre en commun leur jubilation. Tout le monde sait que c'est foutraque, des choses sont décidées à la dernière seconde, ça part dans tous les sens, dans l'effort toujours de communier dans le rire, communiquer des émotions et surtout faire entendre une histoire. Évidemment, il n'y a aucune technique dans cette circonstance, même des professionnels n'auraient pas été au maximum de leur technicité. Et c'est ça qui est jouissif. Au mépris des conventions, on donne corps à son imagination, on se fond dans les couleurs de ce joyeux carnaval. Au terme de cette prodigieuse cacophonie, un jury professionnel se réunit pour remettre des prix. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Après une journée où, chose rare dans notre vie, on a pu s'extraire de la peur d'être jugé, on établit une mini-institution pour se resoumettre au jugement. Je trouve cela terrible. Certes, l'absence de jugement est un vertige, surtout pour de frais émoulus des grandes prépas. Alors on se raccroche à un jury qui est contraint de prendre des décisions souvent arbitraires. Ce n'est pas grave, mais c'est si grand dommage si encore il y avait quelque chose à la clé. Mais s'il n'y a rien que l'érection d'une hiérarchie inutile. Ce qui a pour effet de surcroît de donner à penser à ceux qui ont reçu un prix qu'ils l'ont obtenu parce qu'ils le méritent plus que les autres, et aux autres qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire, qu'ils n'ont pas trouvé la bonne chose. D'ailleurs, à ceux qui ont obtenu un prix, on constate souvent une tendance à développer par la suite le sentiment, dès qu'ils n'en obtiennent plus, qu'ils n'ont plus de valeur. Je me souviens qu'un garçon ayant obtenu le prix de la meilleure mise en scène, dans son discours de réception, a dit « ça veut bien dire que je dois en faire quelque chose ». Eh bien non, camarade, je suis sincèrement désolé de t'apprendre que ça ne veut rien dire du tout. Obtenir un prix est une récompense qu'il faut savoir savourer, mais recevoir ce genre d'honneur ou ne pas en recevoir ne dit rien de la qualité de notre œuvre, surtout à cette échelle. Retenons ceci, un prix n'est pas là pour valider quoi que ce soit. Si vous y tenez absolument, si vous pensez qu'une cérémonie de remise de prix est la condition sine qua non d'un festival bien conclu, voici une petite suggestion. Au Nouveau Théâtre Populaire, dont nous avons parlé tout à l'heure, ils concluent leur festival par une cérémonie parodique, la cérémonie des ringards d'or. Chaque acteur, chaque actrice reçoit un ringard inventé ad hoc en considération des aspérités relevées dans les pièces jouées dans cette année. Par exemple, le ringard du costume le plus kitsch, ou celui du geste le plus absurde, ou celui de la scène jouée de façon excessivement intense, ce genre de choses. Le côté cérémoniel est là, réjouissant, c'est drôle, c'est une excellente conclusion et ça ne tombe pas dans les trappes et les pièges du jugement. En conclusion, ne courons pas les honneurs ni les prix car ils ne donnent qu'une satisfaction éphémère. Une fois celle-ci passée, on se rend compte qu'on a ouvert la porte au jugement, à la peur, à la jalousie. Parfois, pour accéder à certains réseaux, on doit soumettre notre œuvre à la compétition. C'est un mal nécessaire. Prudence, c'est une route dangereuse. Mais après tout, si nous faisons de l'art, ne serait-ce pas justement pour le goût de l'aventure? Alors, au fond, Montjoie-Saint-Denis, non? Ah oui, j'allais oublier. Au cours de la vidéo, j'ai utilisé plusieurs fois le mot « distinguer ». Quid? Pour le savoir, je vous invite à foncer sur la deuxième partie de cette vidéo qui sera consacrée au concept de la distinction, qui est une théorie du goût par le sociologue Pierre Bourdieu. La vidéo arrive vite. En attendant, 1000 baisers.